Bonjour, je m'appelle François Couture. Merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence. D'abord, merci à Sylvie Marcoux, qui est la directrice générale du Salon, de m'avoir invité à parler avec vous aujourd'hui. Je vous avoue que je suis un peu nerveux parce que s'il n'y avait pas la COVID, je serais avec vous dans une salle en ce moment. Il se trouve que comme je suis dans une zone rouge, je ne peux pas quitter mon domicile. Et c'est comme hier que ça m'a frappé que je devais finalement parler une cinquantaine de minutes tout seul dans ma maison alors qu'il n'y a personne devant moi. Chose que je ne suis pas très habitué à faire, mais bon, je me suis quand même bien préparé, d'une part. Et d'autre part, je vais avoir besoin de vous tout au long de cette heure parce que vous allez pouvoir me poser des questions dans le chat qui est à droite de l'écran. Et vous ne vous gênez pas, à tout moment dans la conférence, là, je vais voir vos questions apparaître puis je vais y répondre immédiatement. Fait que comme ça va me donner une espèce de semblant d'interaction et un semblant de normalité dans cette période qui ne l'est pas vraiment. Moi, j'ai pas une excellente mémoire, puis ça ne s'améliore pas en vieillissant. Alors, je me suis préparé des notes, donc il ne faut pas m'en vouloir si vous me voyez lire parfois. C'est vraiment juste parce que je veux vous donner le meilleur contenu possible. Je vous promets que ça ne sera pas plate. Donc, ça va être une conférence qui n'est pas une conférence, un espèce de mélange entre un témoignage, un récit de vie, des potins et de l'information sur le métier d'écrivain fantôme qui vous a amené aujourd'hui à assister à cette conférence. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de mon parcours dans l'écriture, parce que je pense que ça peut en inspirer quelques-uns parmi vous, quelques-unes qui aimeraient peut-être faire ce métier-là éventuellement, voir par quel méandre ma vie a passé pour que je puisse me retrouver à vous parler aujourd'hui. Et donc, c'est ça. À un moment donné, je vais arrêter ce parcours de vie, puis je vais vous parler un peu plus du métier de ghostwriter ou d'écrivain fantôme. Ça se peut que j'utilise les deux termes parce que souvent, on emploie le terme anglophone, comme ça arrive souvent dans la vie, pour décrire plein de réalités. Alors, moi, j'écris depuis le début de mon adolescence. En fait, j'ai toujours été très attiré par la lecture et par l'écriture. D'ailleurs, je suis membre à vie de la bibliothèque d'Alma, ma ville natale, parce que quand je pense, j'avais 14 ans, la bibliothèque a fêté, je pense, son 20e anniversaire. Et ils avaient décidé d'honorer une famille idéale d'abonnés. Et je faisais partie de celle-ci. En fait, j'étais l'adolescent dans cette famille idéale. Donc, comme cadeau, ils m'ont donné une carte de membre à vie. Je suis très honoré de ça, encore aujourd'hui. Euh, et ils m'avaient honoré comme ça parce que, bon, j'étais tout le temps en bibliothèque. C'est pas compliqué. À un point tel que, avant d'avoir l'âge requis, ils m'ont fait grimper dans la section adulte parce que j'avais presque tout lu ce qui existait du côté enfant, puis j'étais pas non plus un grand amateur de BD. Alors, je me suis vite retrouvé dans la section adulte où j'ai découvert des auteurs comme Stephen King, Isaac Asimov. J'ai d'excellents souvenirs de lecture de cette période-là et de cette bibliothèque-là, qui était à côté de, je pense, sur le boulevard des Cascades à l'époque. Au milieu de l'adolescence, les plus âgés d'entre vous s'en souviendront sûrement, il y avait une revue qui existait qui s'appelait Cool. Et à la dernière page de cette revue, on trouvait une page où des gens d'un peu partout au Québec et dans la francophonie écrivaient pour se trouver des correspondants. Et donc, moi, j'ai posté une petite annonce, toute petite, dans vraiment, vraiment minuscule dans dans ce magazine. Et j'ai reçu des tonnes de réponses. Et pour preuve, quand je suis retourné chez mes parents il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'ils avaient gardé ces lettres-là. Donc, je vous en montre à peu près la moitié. Il y en a le double dans la boîte qui est juste là. Et d'ailleurs, c'est des lettres qui datent à peu près 1986-1987. Et quand j'aurai du temps, un peu plus tard, je me promets de retourner ces lettres-là aux filles, parce que c'était majoritairement des filles qui m'avaient écrit, comme cette José Inkel d'Amos. Si un jour quelqu'un connaît José Inkel, sachez que j'ai une lettre très touchante d'elle dans mes mains. Et bref, cette expérience-là, cette annonce-là, m'a permis de trouver des correspondantes un peu partout au Québec et même en France.
Il y a une certaine Stéphanie Landemaine qui m'avait envoyé une belle réponse et puis on est devenus des correspondants et pendant plusieurs années, on s'est écrit à raison de peut-être une fois ou 2 semaines parce que vous le savez, à l'époque, Internet n'existait pas. Puis pour envoyer une lettre en France, ben, ça prenait 2 semaines avant d'avoir une réponse. Fait que, on s'écrivait des, des 20, 30 pages à la main. On s'envoyait des cassettes, des hits qui jouaient dans chacune de nos radios à l'époque. Puis on s'est même vu, elle est venue faire du traîneau à chien au Québec un jour. Moi, je suis allé la voir en France aussi. Et en passant toutes ces soirées dans le sous-sol, dans ma chambre, chez mes parents, à écrire des lettres, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à écrire et que j'ai compris que j'aimais beaucoup écrire. Au cégep, j'ai étudié en sciences pures parce que beaucoup de mes amis allaient étudier en sciences pures. À l'Université de Sherbrooke, je me suis inscrit en physique parce qu'il y avait un professeur de physique, en fait 2 professeurs de physique qui m'avaient beaucoup impressionné quand j'étais plus jeune. Bertrand Rainville au séminaire Marie-Reine du Clergé de Métabetchouane et Christian, je me souviens même plus de son nom de famille, Colin, qui était prof au cégep d'Alma et je voulais être prof de physique. Alors je me suis inscrit en physique, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout un physicien. J'avais des très mauvaises notes, je me suis inscrit en théâtre et j'ai découvert finalement que je préférais les arts. Donc, je suis sorti quelques années plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, avec une maîtrise en création littéraire de l'Université de Sherbrooke, ce qui n'a rien à voir avec la physique, comme vous pouvez vous imaginer. Mais j'ai toujours dit que la littérature et la physique étaient quand même assez proches l'une de l'autre parce que la physique, c'est la compréhension du monde et la littérature, c'est la compréhension de l'humain. Donc, je suis quelqu'un qui est très curieux, qui va apprendre toujours plein de choses. Alors, c'est deux revers de la même médaille, si on veut. Pendant que j'étais à l'université, encore une fois, les plus vieux d'entre vous s'en souviendront, puis mes tantes aussi qui sont à l'écoute, j'ai fait des remplacements de journalistes au journal Le Lac-Saint-Jean Alma pendant qu'eux étaient en vacances estivales. Une autre belle expérience. Et donc, après ma maîtrise, je voulais être prof de français, mais c'était à une époque, on parle ici de 1995, où les baby boomers étaient dans la force de l'âge et qu'ils n'étaient pas du tout sur le point de prendre leur retraite. Donc, il n'y avait pas de place dans les cégeps où je voulais enseigner. Alors, je me suis retroussé les manches. J'ai envoyé mon CV à peu près à une trentaine ou quarantaine d'agences de pub, d'agences de communication, d'agences de relations publiques à Montréal. Et j'ai finalement décroché un poste dans une agence de pub industrielle à Anjou. Période sombre de ma vie parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps de me rendre là en transport en commun. J'ai profondément détesté cet emploi. Mais ça m'a amené dans une autre agence de communication plus tard. Et cet emploi m'a ensuite amené à travailler pour les éditions Triptyque, que plusieurs personnes connaissent, comme relationniste parce que c'était une petite équipe. À l'époque, ils étaient 2. Raymond et Robert Giroux qui étaient là. Et ils n'avaient personne pour faire la promotion de leur livre. Robert Giraud avait été un de mes anciens profs à l'Université de Sherbrooke. Et je l'avais contacté en lui disant, bon, ben Robert, ça serait le fun qu'il y ait des gens qui parlent de tes livres. Donc, il m'a engagé comme relationniste. Et comme c'était une petite équipe, je me suis retrouvé aux éditions de l'Homme, aux éditions Triptyque, à faire tout, ou presque, sauf peut-être le graphisme des bouquins et la comptabilité. Et surtout à reprendre 2 années de manuscrits non lus qui s'étaient accumulés parce que ça prend du temps à faire ça, puis eux autres, ils n'avaient pas le temps de le faire parce qu'ils étaient dans la production jusqu'au cou. Alors, quand je suis arrivé chez Triptyque, là, il y avait 2 piles d'à peu près 4-5 pieds de haut de manuscrits qui devaient être lus. Et on a publié certains de ces manuscrits. Je me souviens de Robert Gray, qui est décédé aujourd'hui, que j'avais retrouvé dans cette pile-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais plus éditer que lire. Ça fait un peu bizarre à dire, mais je suis pas quelqu'un qui lit énormément pour le plaisir. Je lis pour le travail toute la journée. Et je suis très heureux de mettre des livres dans les pattes des lecteurs, mais je lis pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser le soir quand j'ai terminé ma journée de travail. Je me ramasse le plus souvent qu'autrement avec mon téléphone ou avec la télévision. Mais quand j'ai un livre dans les mains, c'est un excellent roman ou recueil de nouvelles ou recueil de poésie de littérature québécoise parce qu'on fait vraiment d'excellents livres ici. Donc, aux éditions Triptyque, j'apprends
le fonctionnement d'une maison. Et en 1998, je décide de me partir en affaires et de fonder les éditions de l'Effet pourpre, qui est une maison qui a existé de 1999 à 2005 et qui a publié des auteurs que vous connaissez sans doute, notamment Hervé Bouchard, qui est un gars de Jonquière, que je salue d'ailleurs, qui me manque beaucoup. J'étais très, très fier, puis je suis encore très fier d'avoir publié ce gars-là, qui est considéré par plusieurs critiques comme l'un des plus grands auteurs québécois. En tout cas, le plus funky, ça c'est sûr et certain. Il y en a juste un comme lui. Et il y a peut-être des gens qui écoutent qui l'ont eu comme prof. On m'a dit que c'est aussi un excellent prof. En 2005, je me suis séparé. Je travaillais comme... je ne pouvais pas gagner ma vie parce que la maison ne faisait pas assez d'argent. Je me suis séparé, donc je devais m'occuper des enfants le soir, mais il fallait aussi que je gagne ma vie. Fait que j'ai décidé de fermer ma maison d'édition à cette époque-là. Et j'ai occupé ensuite de nombreux postes dans plein de domaines et entreprises et organismes, mais des postes qui avaient toujours trait à l'écriture. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai notamment été recherchiste à Radio-Canada, à la fois pour la radio et pour la télévision, avec des Christiane Charette, Monique Giroux, Claude Saucier, Patrice Lécuyer, France Baudouin, Pénélope McQuaid, j'en passe et j'en passe. Et le principal défi d'un bon recherchiste, c'est d'écrire d'excellents rapports de recherche après avoir fait des pré-entrevues avec des vedettes qui s'en viennent aux émissions sur lesquelles on travaille. Et à partir de ces dossiers-là, les animateurs vont poser de très bonnes questions aux vedettes et aux personnalités, et ça va faire de meilleurs shows. J'ai beaucoup aimé être recherchiste, j'ai beaucoup aimé être sur le beat d'une émission de télé ou de radio, mais c'était à l'époque, on parle de milieu des années 2000, fin des années 2000, où Stephen Harper était premier ministre du Canada et il a coupé au moins 2 fois Radio-Canada. Et donc, j'ai perdu mon emploi 2 fois à Radio-Canada à cause de lui. Et à un moment donné, j'ai compris, j'ai dit, OK, je vais faire autre chose. Alors, je suis retourné dans une agence de communication où j'ai une fois de plus perdu mon emploi en 2013. Ça arrive hein, dans nos carrières maintenant qu'on perd nos jobs et qu'on change souvent d'emploi. Moi, je suis l'exemple parfait de ça. Mais en 2014, excellente année. Premièrement, je rencontre Julie, qui est ma blonde actuelle et avec qui j'ai fait un 3e enfant, Adèle, qui est née en 2016. Et professionnellement, il y a un gars qui s'appelle Pierre Bourdon, qui était à l'époque l'éditeur des Éditions de l'Homme, que j'avais connu de nombreuses années auparavant, qui m'appelle un jour et qui me dit, écoute, j'ai une éditrice qui part en congé de maternité, est-ce que ça te tenterait de venir la remplacer? Et j'ai sauté sur cet emploi à pieds joints parce que j'aime beaucoup aussi être directeur littéraire. J'aimais beaucoup moins faire les devis et m'occuper des contrats, mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera une autre fois. Donc, je suis resté 16 mois aux Éditions de l'Homme comme directeur littéraire et éditeur. J'ai appris énormément de choses de l'édition grand public à cette époque. Parce que moi, j'arrivais du milieu de la littérature. Les chiffres des guides pratiques, c'est pas du tout les mêmes que les chiffres des recueils de poésie, par exemple. Et puis, merci Marjolaine, paraît que j'ai un parcours fascinant. C'est ça, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout mon métier. Quand j'allais aux réunions où on décidait des livres qui allaient être publiés, tout le monde autour de la table disait oui pour un manuscrit, puis moi je disais non dans ma tête. Et quand tout le monde disait non, moi je disais oui. Donc c'était vraiment, c'était vraiment particulier de se rendre compte que j'avais l'impression de faire ce métier-là, mais finalement pas du tout. Bref, j'ai appris énormément. Et après le congé de maternité, ma fille est née et j'ai décidé à ce moment-là de devenir un travailleur pigiste à 100%. Et ça a été une excellente décision, même si je fais moins d'argent maintenant, j'ai une superbe vie professionnelle extrêmement éclectique où je fais à la fois de la direction littéraire, de la rédaction de communiqués et de documents pour différentes personnes ou agences.
où je fais de la photo, parce que parallèlement à tout ce parcours dans l'écriture et la lecture, je suis aussi un fan de photographie, de portraits surtout, chose que je fais depuis l'université. Et ça fait peut-être 7-8 ans que je me considère assez bon pour demander de l'argent pour en faire. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire à la fois des photos d'auteur, des photos de maternité. J'ai même des livres à mon actif, le livre Manger Québec, qui a été publié il y a quelques années, comporte de nombreuses photos que j'ai prises. L'année dernière, le guide rouge sur blanc, le guide des vins québécois publié aux éditions Les Malins, c'est moi qui ai fait les photos des vignerons et vigneronnes. Et c'est ça, donc je ne m'ennuie pas. Je fais jamais la même chose à chaque jour. Et je suis très heureux de ça, même si, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne m'a pas apporté de richesse. Et donc, je continue à être directeur littéraire pour les éditions Les Malins, où j'ai travaillé avec Yves Trottier pour Quillan, Pierre-Yves Villeneuve pour la série Gamer. Je travaille pour les éditions La Semaine, je travaille pour Robert Laffont. J'ai édité un livre de Raphaël Jacob qui s'appelle Révolution Trump. J'ai amélioré le manuscrit de Raphaël, ce que des directeurs littéraires font. C'est ça leur métier. On amène un manuscrit jusqu'à la révision. Et à un moment donné, Isabelle Tardif, qui est l'éditrice des éditions La Semaine, m'appelle et me dit écoute, François, j'ai un projet pour toi qui est un peu différent de ce qu'on te demande d'habitude. Je dis OK. Elle dit est-ce que tu aimerais ça être un ghostwriter? Et là, je savais évidemment ce que c'était un ghostwriter, mais c'était un peu épeurant pour moi parce que je suis plus un sprinter qu'un marathonien. Et je savais qu'écrire un livre au complet allait me demander énormément de concentration, de souffle, de patience, chose que je n'ai pas beaucoup. Alors, on en a parlé quand même un certain nombre de jours. Et puis, je me suis convaincu que c'était possible d'écrire ce genre de livre-là si j'étais capable de diviser les chapitres, de diviser le livre en plusieurs chapitres. Donc, plutôt que de penser en termes de un livre, je me suis dit, OK, c'est comme si j'avais 25 courts textes à écrire dans les 6 prochains mois. Alors, j'ai accepté d'être le ghostwriter du livre que voici. Robbie Johnson de la Beauce à Nashville, tous les rêves sont permis. Robbie Johnson, c'est un chanteur country qui est né en Beauce et qui fait maintenant carrière à Nashville, au Tennessee. Robbie, même s'il est capable d'écrire des paroles de chansons, n'avait pas nécessairement le temps d'écrire un livre. Et c'est pour ça qu'Isabelle m'a engagé pour le faire. Donc, avant d'aller plus loin dans mon parcours, on va parler un peu plus de ce que c'est un ghostwriter. Et là, vous allez m'excuser, je vais aller fermer la porte parce que ma fille revient. Ça va faire du bruit. Je m'excuse. Alors, qu'est-ce que c'est un ghostwriter ou un écrivain fantôme? Et c'est là que je vais lire un peu plus mes notes. Alors, selon la définition du dictionnaire, c'est une personne dont le travail consiste à écrire du matériel pour quelqu'un d'autre qui est crédité quand même comme auteur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Robbie Johnson, pour prendre cet exemple-là, c'est pas lui qui a écrit ces mots-là, c'est moi, dans le 3/4 ou 80% des cas, parce qu'il a quand même retravaillé les textes. Mais c'est quand même lui, c'est son nom qu'on retrouve sur la couverture. Mon nom, il est où? Bien, souvent, les ghostwriters, c'est nommé nulle part. Mais en ce qui me concerne, c'est dans la page de crédit ici, la page 4, où c'est écrit collaboration au texte. Donc, ça, c'est une façon, un euphémisme pour cacher, en fait, la présence d'un ghostwriter dans un projet. Parce que même si c'est tout à fait légal, il y a comme j'allais pas dire une hypocrisie, mais on préfère on préfère taire, en fait, le fait que des personnalités font appel à des gens comme moi pour écrire des bouquins. C'est pas du tout frustrant, au contraire, pour répondre à la question de France, ni ingrat pour répondre à la question de Marjolaine Vézina, parce qu'on le sait dès le départ que ça va être ça notre mission, d'une part, et d'autre part, il y a des gens comme moi qui préfèrent de beaucoup l'ombre à la lumière.
Et moi, ça fait tout à fait mon affaire de ne pas avoir mon nom inscrit en toutes lettres sur un bouquin, bien que ça m'arrive ces jours-ci, on va en reparler tantôt. Mais moi, être un numéro 2, là, derrière un numéro 1, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est une place que j'apprécie et qui me convient parfaitement. Surtout que je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup donner ses opinions publiquement, contrairement à beaucoup de nos chroniqueurs dans les médias. Donc, quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, puis que moi, je fais juste transmettre ses paroles, je me considère en plus davantage comme un passeur entre un émetteur et un récepteur qu'un émetteur pur. Alors, le mot ghostwriter, ben, en fait, des ghostwriters, il y en a depuis toujours, là. On a retrouvé des preuves que 5 siècles avant Jésus-Christ, il y avait des scribes qui écrivaient pour la royauté. Il y a plein de gens partout, tout le temps, qui ont demandé à d'autres personnes d'écrire. George Washington, son discours d'adieu, c'est pas lui qui l'a écrit. John F. Kennedy a remporté un prix Pulitzer pour un livre qui s'appelle Profiles in Courage, où il parle de sénateurs américains. Mais il se trouve que c'est pas lui qui a écrit ce livre-là. Puis c'est pas juste en littérature, dans plein d'autres domaines artistiques et même scientifiques. Il y a des gens qui travaillent pour d'autres personnes. Andy Warhol, entre autres, faisait ça. Rodin, le sculpteur, faisait ça aussi. Et il y a énormément de spécialistes dans des domaines particuliers qui n'ont aucun talent pour l'écriture, qui font appel à des gens comme moi pour écrire. Donc, ce n'est pas nécessairement dans le domaine artistique qu'on retrouve des ghostwriters, c'est dans pas mal tous les domaines de la vie. Donc, le terme a été inventé, selon ce que j'ai lu, par un gars qui s'appelle Christy Walsh, qui était un agent sportif américain. Et en 1921, ben, il avait trouvé des écrivains fantômes pour écrire des biographies de ses clients, dont le légendaire Babe Ruth. Et en fait, lui, il trouvait ça insultant qu'on cache la présence des ghostwriters aux lecteurs. Il disait que ça insultait l'intelligence du public. Mais comme je vous dis, ben, cette pratique a perduré encore aujourd'hui parce que, comme je vous dis, c'est assez rare qu'on entend parler des ghostwriters. Et c'est ce qui a fait en fait que Sylvie Marcoux, la directrice générale du salon, m'a demandé de parler de ça aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas vraiment souvent. Donc, je vous disais qu'on embauchait des ghostwriters pour plein de raisons. Quand des célébrités ou des personnalités publiques n'ont pas le temps, ou la discipline, ou le talent pour le faire, il fait appel à nous. Combien de temps on travaille sur un bouquin? Ben, ça dépend du projet. En ce qui me concerne, pour les 4 projets que j'ai eu à écrire en écrivain fantôme, ça m'a pris entre 6 mois et une année complète pour le faire. Combien on gagne d'argent quand on fait ça? Aux États-Unis, pour les grandes maisons d'édition, un projet normal, un ghostwriter peut recevoir entre 15 000 et 75 000 $. Il y a des cas particuliers. Par exemple, le ghostwriter qui a écrit la biographie de Hillary Clinton aurait reçu un demi-million de dollars. Et mon ami J.R. Moehringer, qui a écrit la magnifique biographie, en fait, on peut dire autobiographie d'André Agassi, qui s'appelle Open, en 2009, et que je vous recommande, même si vous n'êtes pas un amateur ou une amateur de sport, parce que c'est un livre extraordinaire. Lui, il aurait reçu 1 million de dollars pour l'écriture de ce bouquin-là. Agassi l'a choisi parce qu'il avait lu les mémoires de cet auteur-là qui avait été publié quelques années avant. Puis il avait tellement trippé sur le livre qu'il a dit « ça me prend ce gars-là pour écrire mes mémoires ». Alors on a Rosé Saint-André qui dit « qu'est-ce qui est le plus gratifiant et enrichissant dans le fait d'exercer le métier de ghostwriter selon votre expérience ?» Excellente question. La première réponse que je peux donner, c'est que je vous disais tout à l'heure que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et ça me permet, lorsque je travaille en ghostwriter avec quelqu'un, d'entrer dans son univers, d'apprendre des choses sur ce qu'il fait, sur l'industrie dans laquelle il évolue. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ces gens-là, avec le temps, comme on leur parle en, mettons, 30 et 50 heures pour écrire un bouquin sur eux ou sur ce qu'ils font, on apprend à les connaître, ils nous font confiance, on développe des liens d'amitié et puis on devient même leur confident dans certains cas. Fait que ça permet de créer autour de ce projet-là une relation forte avec la personne sur laquelle on est en train d'écrire. Ça, c'est très gratifiant aussi quand le livre sort et qu'on entend des bons commentaires sur le bouquin puis qu'on sait qu'on a un petit peu de nous autres là-dedans.
pour reprendre le slogan publicitaire de Beauvril. Et donc, vous allez dire que je fais preuve de beaucoup d'humilité, mais ça ne me dérange pas que les fleurs aillent à quelqu'un d'autre. Moi, je sais que le travail que j'ai fait là-dessus, et les gens avec qui j'ai travaillé reconnaissent le travail que j'ai fait là-dessus. Fait que c'est extrêmement... il n'y a aucun souci, là. Je suis très heureux dans ce que je fais. Tant que mes boss sont contents et que ma mère est fière, le reste va bien aller. Alors, je vais regarder où est-ce que je suis rendu. Ah oui, c'est ça, il y a des gens qui disent que certains auteurs n'ont pas écrit leur livre. Vous connaissez To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Harper Lee était ami avec Truman Capote. Et donc, il y a plusieurs mauvaises langues qui ont dit que c'était finalement Truman qui avait écrit une large partie de ce roman-là, qui a gagné aussi un prix Pulitzer. Et surtout que Harper Lee n'a rien publié d'autre par la suite. Un autre exemple d'œuvre en ghostwriting, Wikipédia. Lorsque vous lisez des articles sur Wikipédia, les noms des auteurs ne sont pas là, mais ils sont en fait l'œuvre de nombreux auteurs et autrices un peu partout dans le monde. Fait que Wikipédia n'existerait pas s'il n'y avait pas ces écrivains fantômes-là. Ronald Reagan, l'ancien président américain, il a plaisanté à propos de son autobiographie un jour. Il a dit « Ouais, j'ai entendu dire que c'est un bon livre, je me promets de le lire un jour. » C'est rare que les personnalités ont cette candeur par rapport à au fait qu'ils ont fait appel à un ghostwriter pour écrire leur propre vie. Celle-là m'a vraiment fait sourire, cette phrase-là. Et puis, être un écrivain fantôme, il y a un certain Andrew Croft qui a écrit pour plusieurs personnalités qui disait quelque chose qui m'a beaucoup rejoint, qui me dit on est comme un avocat au tribunal et en plaidant la cause de notre client. Il dit j'écoute leur histoire et je la raconte à leur place, ce qui les aide à faire passer leur vision du monde et la façon dont les choses s'y déroulent. Je trouve que ça remplit cette définition-là, décrit très très bien ma pratique. J'ai oublié tantôt, lorsqu'on parlait d'argent, de vous dire combien moi je peux recevoir pour un projet. Alors, comme ça reste entre nous, Sylvie, hein, vous m'avez dit que ça ne serait pas diffusé un peu partout sur le web. Moi, pour un projet de livre, Sylvie écrit promis, je peux recevoir selon le projet entre 4 et 6 000 $ pour le faire et avec un pourcentage minime de droits d'auteur par rapport à ce que reçoit la personnalité publique. Donc, c'est pas énorme, mais si on en fait quelques-uns de ces projets-là durant l'année, puis qu'on est quelqu'un comme moi qui fait énormément de choses à côté, on se réussit quand même à se faire un salaire correct. On peut payer nos factures. Bon. Comment ça marche? Comment, lorsqu'on commence un bouquin avec une personnalité, c'est quoi les étapes? Alors, la première chose, c'est de rencontrer la personne une première fois, puis juste discuter, parce que si ça ne clique pas avec cet individu-là, il n'est pas question qu'on va faire un livre ensemble. Moi, j'étais chanceux. Les 4 fois, ça s'est très, très bien passé. Ensuite, on décide d'un modus operandi qui est à peu près toujours le même. Ça fonctionne par entrevue. Je vous disais tout à l'heure, entre 30 et 50 heures à peu près par projet. Dans mon cas, ça s'est souvent fait soit par Zoom, par téléphone ou FaceTime parce que si ce sont des personnalités, c'est parce qu'ils sont occupés et qu'ils ont une vie remplie. Souvent, ils peuvent être aux 4 coins du Québec ou même dans le cas de Cyril Choquet, l'animateur de Mordu de la pêche, aux 4 coins du monde et même souvent irrejoignable parce qu'il n'y a même pas de Wi-Fi où est-ce qu'il se trouve. Bref, on se parle beaucoup comme ça grâce à la technologie. Ensuite, lorsqu'ils me parlent, moi, je prends des notes ou j'enregistre ce qu'ils disent et je tape tout. Et il faut ensuite qu'on détermine une structure du livre avec le titre des chapitres, par exemple, ou pas nécessairement le titre final, mais voici ce dont on va parler dans le chapitre 1, voici ce dont on va parler dans le chapitre 2, etc., etc. C'est très important de faire cette structure-là parce que je ne connais pas la vie des gens sur qui j'écris à l'avance. Il faut qu'ils m'aident, eux, à structurer ça pour savoir où on s'en va, même s'il y a des petits ajustements en cours de route.
Ensuite, j'écris un premier chapitre que je leur soumets rapidement au début du projet. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est super simple parce que la réponse est super simple, c'est que s'ils n'aiment pas le ton que j'emploie pour parler à leur place, il faut que je recommence. C'est l'affaire la plus difficile à trouver quand tu es un écrivain fantôme, c'est comment tu vas te mettre en bouche la petite musique, ce que j'appelle la petite musique des gens qui me parlent, pour que un lecteur, par exemple, qui connaît très très bien la personnalité, puisse entendre la personnalité parler pratiquement à voix haute lorsqu'elle lit mes phrases. Fait que ça, c'est vraiment l'étape, moi en tout cas, c'est l'étape que je considère comme étant la plus cruciale. Alors, Rosie, je vais revenir à votre question un petit peu plus tard. Lorsque le ton est trouvé, là, je suis très content. Je me prends un bon verre de vin et puis je peux commencer à écrire les autres chapitres. Il y a des personnalités qui préfèrent qu'on leur soumette le manuscrit à la toute fin. Il y en a d'autres qui veulent voir les chapitres un à la fois. Donc, on travaille conjointement pour ajuster le texte pour qu'il soit à leur goût. Et lorsque le texte est à leur goût, ben, on le soumet ensuite en révision à la maison d'édition qui va faire 2 ou 3 rondes de correction, qui va le mettre en page, puis à chaque étape, et la personnalité publique et moi, on relit le texte pour voir s'il y a des erreurs qui se sont glissées. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne quand vous écrivez en tant que ghostwriter? Avez-vous les droits d'auteur sur les bouquins, même si votre nom n'est pas divulgué comme étant l'auteur principal? Donc oui, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on négocie bien nos contrats, on a à la fois un montant forfaitaire pour l'écriture et un pourcentage de droits d'auteur qui est minime par rapport à ce que peut recevoir la personnalité publique. Puis pour votre information, au Québec, un auteur reçoit à peu près 10% du prix de vente du livre en droit d'auteur. Donc, si le livre se vend 30 pas l'auteur, mais la personnalité reçoit 3 Et moi, je reçois une fraction de ce 3 $-là par copie. Bon, ça c'est fait. Ça va bien, Sylvie? Maintenant que vous avez toute l'information ou presque nécessaire sur ce qu'est un écrivain fantôme, ce que ça fait, comment ça fonctionne, puis combien ça gagne, je vais vous parler un peu de chacun des projets sur lesquels j'ai travaillé. C'est la partie patinage de la journée. Le premier titre dont je vous parlais tout à l'heure, Robbie Johnson, ce qui était un peu touché dans son cas, c'est qu'il voulait absolument parler du fait que son père avait été accusé de pédophilie lorsqu'il était jeune. Fait que là, ça a amené énormément de questionnements légaux, éthiques, moraux et compagnie. On a réécrit le chapitre qui parle de ça de nombreuses fois et jusqu'à la satisfaction des auteurs, des avocats de Québécois et de Rob. Puis en bout de ligne, ben, je pense qu'il est très, très content de son bouquin. Puis il a écrit un chapitre ou deux là-dedans et je vous mettrai au défi d'essayer de trouver c'est lesquels. Deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, ce livre-ci, qui s'appelle « Et comme j'ai peur de rien », histoire inédite tirée de l'émission « À vos risques et périls » de Hugo Girard. Donc, Hugo, vous le connaissez, ancien homme fort du Québec. Ben, il est encore fort, là, mais il est plus considéré comme le plus grand homme fort au Québec ou du monde. Et Hugo a animé l'émission au canal Évasion, une émission qui s'appelle « À vos risques et périls » durant 3 saisons. Et l'éditeur, les Éditions de l'Homme m'ont approché pour que j'écrive les meilleures histoires tirées de ces 3 saisons-là. Alors, avec Hugo, ça a été un charme. J'avais un peu d'appréhension avant de commencer le projet parce que je me disais, bon, c'est pas un artiste, c'est pas quelqu'un peut-être qui a une émotivité à fleur de peau. Comment je vais faire pour transmettre toute l'émotion qu'il a vécue dans ses tournages? Finalement, je m'étais complètement trompé. Mes a priori étaient, en fait, c'était des préjugés, carrément. C'est un gars qui a une grande, grande profondeur, grande droiture. Et on s'est parlé au téléphone une bonne quinzaine de fois, je dirais, peut-être pendant 2 heures à chaque fois. Il m'a raconté une quinzaine d'anecdotes. Et lorsqu'il est venu le temps de lui proposer l'ensemble des histoires, je pense qu'on a passé 1 heure au téléphone
pour faire des modifications. Donc, il était très content. Sur 200 pages, là, il y avait énormément de... Il n'y avait pas grand-chose à faire sur le texte. Donc, un contrat vraiment super, super trippant. Puis même si vous n'avez pas regardé l'émission, vous pouvez lire les histoires, ça se lit comme un roman. C'est du bonbon. Le troisième projet qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, encore aujourd'hui, c'est celui-ci. Moi, Michel, qui est le dernier livre qu'a publié Michel Richard, c'est une autobiographie en photo. J'adore cette photo-là. Une autobiographie en photo. Donc, mon rôle là-dedans, c'était d'écrire les petits textes d'introduction de chacun des chapitres et ce qu'on appelle les bas de vignette, c'est-à-dire les textes qui accompagnent chacune des photos. Savez-vous quoi? Ça n'a pas été d'écrire les textes qui a été le plus difficile dans ce projet-là. C'est que Michel Richard est probablement une des personnes qui a été photographiée le plus souvent dans toute l'histoire du Québec. Et on a regardé à peu près 20 000 diapositives, photos de magazines pendant 5-6 jours, à raison de 5-6 heures par jour, pour choisir finalement 300-400 photos, les meilleures. Puis, tu sais, vous pouvez vous imaginer, là, vous voyez tout, vous êtes Michel Richard, vous voyez toute votre vie défiler. Il y a des photos là-dedans que vous n'avez jamais vues. Des fois, elle pleurait, des fois, elle riait, des fois, elle racontait sur une photo qu'on voyait, elle parlait pendant 5 minutes. Fait que ça a été extrêmement émotif comme parcours, je dirais, pour faire ce bouquin-là. Ensuite, quand on a eu choisi les 400 photos, il a fallu les diviser pour faire des chapitres, puis ensuite prendre chacune des photos pour écrire un texte sur chacune des photos. Et ce qui m'a vraiment particulièrement marqué dans ce projet-là, c'est lorsque j'ai présenté à Michel le texte d'introduction, parce que ça arrive très rarement là, dans ma carrière, mais j'ai soumis un texte sans son autorisation. D'habitude, c'est elle qui écrivait, mais là, j'ai écrit quelque chose. Et on était dans son ancienne maison à Saint-Sauveur, puis j'ai dit, Michel, assis-toi, il faut que je te lise de quoi. Fait que je vais vous faire la lecture. C'est pas long, puis il nous reste 13 minutes, on a du temps en masse. Toute ma carrière, j'ai ardemment désiré que les fans me connaissent tel que je suis. Cette phrase-là était importante parce que lors du premier meeting qu'on a fait ensemble aux éditions La Semaine, Michel elle avait dit « Toute ma vie, on m'a dit que j'étais ci, on m'a dit que j'étais ça, on m'a dit que j'étais une pute, on m'a dit que j'étais n'importe quoi, mais personne ne me connaît comme moi, Michel. » Et puis, dès qu'elle a dit ça, j'ai proposé, puis là, ça faisait même pas 1 heure qu'on se connaissait, qu'on appelle le livre « Moi, Michel ». Puis tout le monde était d'accord, son gérant était d'accord, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée. Fait qu'à partir de ce moment-là, je vous dirais qu'elle a compris que j'avais compris ce qu'elle voulait faire avec ce bouquin-là. Et tu sais, on dit qu'elle est difficile, là, Michel Richard, c'est vrai qu'elle a tout un caractère, mais avec moi, en tout cas, comme elle a vu que j'étais professionnel puis que je savais ce que je faisais, le travail avec elle a été vraiment facile, je dirais. Laborieux, parce que c'était compliqué comme processus, mais c'était pas à cause d'elle. Donc, toute ma carrière, j'ai ardemment désiré que les fans me connaissent tel que je suis. Mais on a dit et écrit tellement de choses et de faussetés sur mon compte que cette soif n'a jamais été étanchée. Tous les artistes qui ont une vie publique connaissent ce paradoxe. À force d'être exposés, et Dieu sait que je l'ai été sous toutes mes coutures, dans toutes les situations possibles, dans les plus grandes joies comme dans les peines les plus indicibles, les gens pensent te connaître alors qu'en réalité, personne ne sait de quoi ils parlent. On a fouillé dans tous les recoins de mes maisons et au plus profond de mon cœur. Des centaines de psys ont analysé chacun de mes choix de vie. Mais ça m'était égal car en contrepartie, il y avait autant de gens qui m'aimaient, me soutenaient, m'applaudissaient. Avec le temps, j'ai appris que les gros bonheurs viennent avec les gros malheurs. Or, grâce à ce livre qui sera mon dernier, j'ai l'impression qu'on me connaîtra enfin si on regarde les photos en détail, sans préjugés, et si on s'attarde à mes expressions, à mes passions, aux lueurs dans mes yeux, aux décors où j'évolue, aux gens que j'ai aimés et admirés. C'est mon souhait le plus cher. De manière conservatrice, nous avons évalué qu'il a fallu regarder pas moins de 20 000 photos imprimées et numériques, négatifs et diapositives pour préparer ce livre. Sa création a été un processus épuisant, douloureux, quoique parfois exaltant. Vous dire, par exemple, la joie de trouver dans un fond d'archives une photo de ma mère me tenant dans ses bras que je n'avais jamais vue. Ces quelques 400 photos, dont plusieurs inédites, proviennent de différents médias de ma collection personnelle.
et couvre toute mon existence, du concours de la goutte de lait à 3 mois jusqu'à mes plus récentes sessions photos 73 ans plus tard. Ce ne sont pas nécessairement les plus belles qui ont été choisies, mais les plus révélatrices, celles qui vous permettront d'entrer le plus intimement dans cette vie carrière, car les deux sont absolument indissociables. Cette vie carrière que je mène tambour battant depuis l'enfance. Cette vie carrière, c'est mon destin. Comment sinon expliquer cette passion dévorante, cette énergie qui me pousse à remonter encore sur scène pour une autre tournée? Cette conviction tranquille et sereine qui m'habite chaque soir parce que je me sens à ma place. On m'a envoyé ici-bas pour rendre les gens heureux. Tel est mon destin, j'en suis convaincu. Je connais toutes les recettes, toutes les astuces, tous les sacrifices qu'il faut faire pour remplir cette mission. Et je suis toujours nourri par cette envie d'aimer et de me donner avec humilité. En un mot, ce livre, c'est la célébration de cette vie incroyable qui a été la mienne. Quand j'en ai encore des frissons, là, quand j'ai lu ça à Michel la première fois, là, elle s'est écroulée en larmes. Puis, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me posait la question, c'est quoi qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ce métier-là? Ben, ça en est un moment gratifiant. Quand cette dame-là qui a tout connu, qui sait tout de ce métier-là, te regarde, qu'elle te dit, tu as vraiment compris, tu m'as vraiment comprise. Fait que super beau souvenir, ce livre-là. Ce qui est plate, c'est qu'on devait en vendre énormément à la sortie de ces spectacles, de la tournée qui a été annulée à cause de la COVID. Fait que l'éditeur se retrouve avec plusieurs milliers de copies dans ses entrepôts maintenant. Mais ça, c'est la vie. Alors, il reste 10 minutes. Tous ces projets de ghostwriting, d'écriture fantôme, m'ont préparé au livre qui vient de sortir mercredi dernier. J'ai pas de franchement, j'ai pas de projet préféré. C'est impossible de trouver un projet comme ça. Demander à quelqu'un quel enfant il préfère, ça revient à peu près au même. Marjolaine me demande, doit-on partager les valeurs des gens que l'on choisit de raconter? Non. C'est pas un jugement de valeur, le travail que je fais, aucunement. Puis ça m'est arrivé probablement d'écrire des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais c'est comme ça que la personne parle. Le dernier projet dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Le livre vient de sortir, Deux frères à tous les vents, l'histoire d'un improbable parcours. Qu'est-ce que vous voyez qui est un peu différent des autres projets? C'est ici. C'est que mon nom est sur la couverture cette fois. Donc, comme j'avais déjà travaillé avec ces personnalités, Isabelle Tardif m'a demandé, non, c'est même pas comme ça que ça s'est passé, c'est vrai. Donc, comme j'avais déjà travaillé avec des personnalités, Isabelle Tardif m'a demandé si je voulais écrire le prochain livre du groupe de musique Deux frères que vous connaissez. Alors, j'ai accepté et je me suis retrouvé en réunion. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une réunion comme celle que j'avais connue par les années passées pour mes autres projets. Mais rendu sur place, Eric et Sonny Cahouette ont dit non, 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 c'est pas de même qu'on veut que ça marche. Là. Nous autres, c'est pas François qui va écrire ce qu'on pense. Là. Lui, il va écrire ce qu'il pense, puis il va faire un livre avec son nom dessus, puis ça va être ses opinions qui vont être là, puis ça va être sa vision de notre carrière. OK, ça, c'était pas pantoute ce qui avait été prévu au départ. Puis pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, qui préfère être à l'ombre et non sous les feux des projecteurs comme en ce moment, ça a été un petit choc. Je leur ai demandé quelques minutes pour réfléchir. Puis j'ai parlé au gars aussi pour savoir pourquoi il voulait ça. Puis finalement, j'ai décidé d'accepter parce que visiblement, ça allait être un maudit beau projet. Puis finalement, ça a été un maudit beau projet. Un projet qui a commencé comme tous les autres que j'avais fait, avec des entrevues par Zoom, par téléphone et compagnie. Puis à un moment donné, après une dizaine d'entrevues de 2 heures avec Eric et Sonny, je me rendais compte que je ne comprenais pas c'était quoi leur trip à eux. Je ne comprenais pas pourquoi les fans aimaient autant ces gars-là. Bref, intellectuellement, j'avais un problème. Je ne savais pas quel livre faire. C'est des gars qui ont 30 puis 32 ans. Ça ne peut pas être un livre biographique. Ils n'ont pas assez de choses à raconter. J'ai 200 pages à écrire. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que les gars ont eu la brillante idée, et c'est vraiment ça qui a sauvé le projet, de m'amener à Chapais, dans leur ville natale, pendant 3 jours, en octobre 2019. Et c'est en me baignant totalement dans cet univers-là, dès les premières minutes, en fait, quand on est arrivé à Drummondville en char, puis qu'on a rencontré Guy et Denise, qui avaient loué une grosse vanne, les parents d'Éric et Sonny, et qu'on a commencé à faire les 8 heures de route qui nous emmenaient à Chapais, là, j'ai commencé à comprendre, et c'est ça que je raconte dans l'introduction du bouquin, pourquoi ces gars-là, ils pognaient autant. C'est parce que c'est des fichus de bons gars.
Puis ils aiment profondément ce qu'ils font. Ils aiment profondément les gens. Et que tout ça, finalement, c'était pas une histoire intellectuelle, c'était juste une grosse histoire d'amour. Fait que, à partir de ce moment-là, le projet a pris une autre dimension dans ma tête, en tout cas, puis dans mon cœur aussi. Et plutôt que de garder une distance éditoriale entre moi et les gars, ce que je croyais faire au départ, ben, j'ai décidé de raconter ce livre, cette histoire-là, d'un point de vue de fan. Puis ce livre-là, je l'ai voulu pour les fans de Deux Frères aussi. Et donc, le livre est en librairie depuis mercredi dernier. J'espère que vous allez le lire, parce que je pense que même si on ne connaît pas ces deux gars-là, on peut triper à lire ce livre-là, qui est une feel-good story, si on peut dire, dans cette époque qui ne l'est pas vraiment. Les deux correctrices qui ont travaillé sur le livre me l'ont dit, en tout cas, à l'époque. Ils ont corrigé le livre pendant le premier confinement, puis ils ont dit que ça leur avait fait du bien. Fait que j'espère que si vous le lisez, ça va vous faire du bien, vous aussi. Bon, comme il reste juste 4 minutes, je prendrai quelques questions avant la fin. Ça a passé quand même assez vite, finalement. Si vous n'avez pas de questions, on va terminer ça là. On va laisser Rosie taper sa question. Moi, je peux regarder si j'ai oublié quelque chose. Pardon. Le dernier projet là, qui va sortir la semaine, je pense, oui, en octobre, c'est Cyril Choquet, je vous en ai parlé tout à l'heure, un livre qui s'appelle Mordu de la pêche. J'ai raconté ses histoires de pêche. Ça a été super difficile parce qu'il y a beaucoup de terminologie, il y a beaucoup de slang, là, il y a beaucoup de jargon que je ne comprenais pas. Et je pense que le fait que ça soit un Français, Cyril, m'a donné un peu plus de fil à retordre pour entendre sa petite musique dont je vous parlais tantôt. C'est des 4 projets là, de ghostwriting sur lesquels j'ai travaillé. C'est la fois où la personnalité a réécrit le plus mes textes. Fait que je pense que j'ai un petit problème avec ça, parce que dans ma carrière de rédacteur aussi, qui travaille en agence, souvent avec des clients français, je me souviens avoir travaillé avec Nespresso puis Danone, entre autres, ça se passait pas excessivement bien. Fait que soit que j'ai des problèmes avec la façon des Français de parler, ou soit qu'ils sont juste chiants. Mais je pense que c'est plus moi le problème. Bon, alors comme il n'y a pas beaucoup de questions, je vous salue et j'espère vous revoir en 2021. Merci.